J'ai demandé à Nancy si sa voyante n'avait pas vu dans les cartes l'assassinat et elle m'a dit que si. Cet enregistrement, nous avons pu le récupérer et voici ce que Nancy a avoué à Christelle. J'ai posé une question, mais t'es pas obligé de me répondre, mais Sylvana, tu vois dans ses cartes, t'as pas eu peur qu'elle le voie? Elle a dit quoi? Soit tu vois, elle qui est si... Non, j'avais bien fait. Tu as fait ce que tu devais faire. Je rigole, mais c'est nerveux. Elle t'a dit ça comme ça, tout naturellement. Elle. On me dit, tu ne dois pas t'en vouloir et de toute façon, tu n'as fait jamais qu'abréger quelque chose qui allait arriver. Alors, tu as abrégé des souffrances, c'est tout. Sans le savoir, Nancy vient de tomber dans le piège tendu par son amie. Ses aveux sont enregistrés. Je suis très en colère contre elle. Je suis triste en même temps. Mais je suis obligé de sourire et de faire bonne figure. Nous sommes à Trois-Ponts, en Belgique, dans la région de Liège. C'est dans ce cimetière qu'Anne-Marie Lieber a enterré son petit frère Bruno le 14 mars 2015. Bruno Lieber avait 54 ans et aux yeux de tous, il est décédé des suites d'un cancer. Mais ce qui est incroyable, c'est que l'homme n'a en réalité jamais été malade. Voici une histoire à peine croyable, celle de l'intuition d'une sœur convaincue que son frère a été assassiné et qui va tout mettre en œuvre pour parvenir à le prouver. Quand j'ai vu Bruno comme il était, j'ai dit il n'est pas mort normal. Il a souffert. On m'a fait mourir. C'était les mots que moi j'entendais. On m'a fait mourir. On va retrouver de la strychnine partout, dans les organes, dans le sang également, mais même dans les cheveux qui sont prélevés sur la victime. Dans le village, Madame Krings, effectivement, se vante de s'être débarrassée de son mari. Elle a passé 12 ans de sa vie avec cet homme, elle a eu 3 enfants avec lui, et elle n'a aucun remords de l'avoir tué. L'affaire commence ici, dans le village de Trois-Ponts, en Belgique, le 14 mars 2015. La commune est en deuil car l'un des siens, Bruno Lieber, pompier volontaire de 54 ans, vient de mourir des suites d'une longue maladie. Il était très apprécié par ses collègues et ses amis. Bruno était toujours le premier sur le terrain. Et rien ne le retenait. S'il y avait un qui devait monter sur le toit, il était le premier pour le faire. Il aurait donné sa chemise s'il aimait les gens. Si un ami venait lui dire « Bruno, tu sais pas faire ça avec moi », Bruno partait, Bruno allait le faire. Il aurait fait n'importe quoi. Il avait un bon cœur, franchement, un cœur énorme. Anne-Marie est anéantie d'avoir perdu son frère. Et en même temps, elle s'interroge. Bruno est parti si vite, cela n'est pas normal, pense-t-elle. Et c'est le jour des funérailles qu'elle va commencer à avoir des doutes sur les causes de sa mort. Car l'attitude de sa belle-sœur, Nancy Krings, va pour le moins l'intriguer. En effet, dans la voiture qui les amène au cimetière, Anne-Marie surprend une conversation téléphonique stupéfiante. Oh là, ça a été le gros choc, parce que Nancy a eu un appel au téléphone et j'ai entendu qu'elle faisait la transaction pour le vendre la voiture de mon frère. Et elle vendait déjà ses affaires, alors qu'il n'était même pas encore enterré. Étrange en effet.
Pourquoi Nancy, la veuve, est-elle si pressée de vendre la voiture de son mari alors que les obsèques n'ont même pas eu lieu? D'autant qu'une fois arrivée au cimetière, Anne-Marie ne va pas être la seule à être déconcertée par l'attitude de la veuve éplorée. Elle m'a paru bizarre parce que elle était en pleine forme. Elle n'avait pas l'air triste. Elle descend habillée tout en rouge, maquillée. Enfin, il aurait aimé que je sois joyeuse et pas malheureuse. On se regarde tous parce que, je sais pas, c'est un décès quand même. J'ai même dit à Rosita que j'aimerais bien sa force et un jour il m'arrivait quelque chose de pouvoir tenir le coup quand même. Elle va faire un discours, elle va prendre le micro et lire un poème qu'elle avait écrit pour son défunt mari. Quelque chose d'assez émouvant. Mais en même temps, elle ne versera pas de larmes. Et elle parlait mais tout à fait normalement. Pas attristée, non. À la limite, elle avait le sourire, quoi. Que cache cette attitude légère? Pourquoi Nancy Krings ne semble-t-elle pas affectée par la mort de son mari? Bizarre, d'autant que Nancy et Bruno semblaient filer le parfait amour. Le couple s'était rencontré à la caserne des pompiers 12 ans plus tôt. Ils ont une espèce de coup de foudre réciproque, ils ne vont quasiment plus se quitter. Ça avait l'air de bien aller. Et voilà, et mon frère était super heureux, quoi. Un bonheur qui va se concrétiser et s'installer durablement avec l'arrivée de 3 enfants. Bruno et Nancy emménagent dans cette maison à 3 Ponts. Tout va pour le mieux jusqu'en 2009. Car Bruno est frappé par une maladie des os, un mal incurable. 2 ans plus tard, en 2011, le sort s'acharne sur le pompier. Sa femme Nancy annonce à ses proches que son mari est maintenant atteint d'un cancer et qu'il refuse de se soigner. Mon frère ne voulait pas aller à l'hôpital, hein, parce qu'il a une frousse bleue des hôpitaux, des docteurs, des piqûres et tout ce qui s'ensuit. Donc, il a voulu rester à la maison. Monsieur Libert était extrêmement malade, extrêmement affaibli. À un moment donné, il était alité, il ne savait plus bouger. Il ne savait même plus sortir de son lit. Et il n'était plus bien du tout. Vraiment plus bien. L'état de santé de Bruno Lieber s'aggrave de jour en jour. Et Nancy Krings, sa femme, est toujours là, dévouée et pleine d'affection. C'est en tout cas ce que disent les amis du couple. C'était mon bébé, mon amour, assieds-toi, t'es pas trop fatigué. S'il partait pendant 1 heure avec la voiture, elle téléphonait 7-6 fois après lui pour voir comment ça allait. Elle lui donnait toujours tout, elle était gentille. Malgré toute l'attention que Nancy Krings lui porte, Bruno meurt dans la nuit du 11 au 12 mars 2015. Pour Anne-Marie Lieber, le monde s'écroule. Son petit frère Bruno était tout pour elle. Moi, Bruno, je l'ai vu quand il est venu au monde. J'avais 10 ans à l'époque. C'était mon premier petit frère. C'était mon premier petit bébé. J'ai pleuré en le voyant. Il était un petit peu bleu, comme souvent pour les bébés. Donc moi, je me tracassais déjà pour lui. Et ça a continué comme ça durant des années et des années. Je lui ai appris à marcher, appris à faire du vélo. C'était moi qui m'en occupais tout le temps. C'était un peu mon petit gamin, quoi, tout compte fait. Voilà. Et puis, on a été super proches pendant comme ça des années. Anne-Marie était tellement proche de son frère que le soir même de l'enterrement, en se rendant chez Bruno, elle va vivre une expérience extraordinaire. Un phénomène paranormal, dit-elle. Quelque chose n'allait pas. Je sentais... C'était pas normal. Pour moi, c'était pas normal. Et alors là, j'ai vraiment ressenti mon frère. Vraiment. Parce que j'étais en plus, j'étais à sa place. Je dormais à sa place. Et j'ai vraiment ressenti mon frère. Et j'ai dit, mon frère est avec nous. Donc Nancy était dans son fauteuil.
Et à un moment donné, je lui ai dit, j'entends mon frère. Et c'était assez bizarre parce que j'entendais « on m'a fait mourir ». C'était les mots que moi j'entendais. « On m'a fait mourir ». Simple intuition ou message de l'au-delà, Anne-Marie ne cherche pas à comprendre. Elle en est désormais persuadée. La mort de son frère Bruno n'est pas naturelle et selon elle, sa belle-sœur est forcément impliquée. Alors, dès le lendemain, Anne-Marie téléphone au commissariat le plus proche dans la banlieue de Liège. Mais évidemment, personne ne va la prendre au sérieux. La police locale va prendre Anne-Marie Libert pour une folle. Il faut savoir le dire. Parce qu'elle n'a aucun élément, elle n'a rien, que de vagues soupçons, sur base d'un comportement, sur base aussi d'éléments, disons, particuliers, puisqu'elle va expliquer qu'elle a l'impression de sentir la présence de son frère. Expliquer ça à un policier, je peux vous dire qu'il ne va pas vous recevoir très longuement. Donc autrement dit, j'étais l'idiote de service, quoi. Inaudible par la police, Anne-Marie reste impuissante et désespérée. Car en réalité, rien ne permet d'accuser Nancy d'avoir tué son époux Bruno. D'ailleurs, ce que la veuve va raconter aux policiers semble plutôt crédible. Convoquée au commissariat, voici comment Nancy raconte ce qu'il s'est passé dans la nuit du 11 au 12 mars 2015. Nancy explique, comme elle l'a expliqué à tous ses voisins et à tout l'entourage du couple, que son mari avait un cancer. Et que son état s'est affaibli au cours des dernières semaines. Bruno n'a pas voulu manger. Il a dit qu'il n'était pas bien et il s'est allongé dans son fauteuil. Bruno avait pris l'habitude de dormir dans le canapé au salon. Il dort en bas parce qu'il est dans un état physique déplorable. Il ne pouvait plus monter à l'étage dans la chambre du couple. Elle dormait avec son mari dans le salon. Ce couple s'endormait ensemble, elle dans un fauteuil, lui allongé sur le canapé. Ensuite, Nancy raconte comment, vers 23h30, la soirée a tourné au drame. Elle a été réveillée en sursaut par une crise d'angoisse de Monsieur Libert qui lui a dit « Je sens que je vais mourir ». Elle explique qu'il est pris de convulsions. Il décède dans ses bras et elle va dire qu'elle l'accompagne dans la mort, qu'elle accompagne son mari, son amour, dira-t-elle, elle l'accompagne dans la mort. Et Nancy de raconter aux policiers que depuis longtemps elle se préparait à cette issue fatale. Car l'état de santé de Bruno s'était fortement dégradé. Pour elle, ce serait une crise cardiaque qui a emporté son mari. Voyant l'évolution dernière de son mari, il ne lui avait pas paru totalement étonnant que cette crise cardiaque survienne. Une déclaration qui confirme évidemment ce que le médecin légiste a pu constater, c'est-à-dire que M. Libert était dans un état de santé très difficile, que finalement la mort allait intervenir à très brève échéance. Pour les policiers, les déclarations de Nancy corroborent celles du médecin légiste. Ils décident donc de clore le dossier. Seulement à 3 ponts, à mesure que les jours passent, les proches de Bruno, eux, ont bien du mal à tourner la page. Sa mort brutale est encore au centre de toutes les conversations. Non seulement la veuve semble s'épanouir après la mort de son mari, mais elle va même plus loin. Juste après la mort de son mari et dans les semaines qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, c'est la métamorphose totale. Elle n'avait pas l'air du tout de la veuve qui venait de perdre son mari. Pas du tout, du tout. Elle va faire des magasins, elle se rhabille autrement, elle se fait mettre des faux ongles, elle se change les cheveux, elle se fait plusieurs couleurs de mèches, elle avait même du bleu, je m'en souviens. Nancy Krings, c'est la définition même de la veuve joyeuse. Elle est heureuse, elle est manifestement heureuse de sa situation.
Les amies de Nancy sont elles aussi choquées par l'attitude de la jeune femme. D'autant qu'elle leur raconte l'impensable. Elle a retrouvé l'amour avec un homme pendant l'enterrement de Bruno. Je suis à table avec elle et elle me dit c'est triste, hein, j'ai enterré mon mari mais j'ai eu un coup de foudre. Ils se sont embrassés au cimetière le jour de l'enterrement de son mari. Il venait assister à la cérémonie, elle l'a vu et en un regard, ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Elle m'annonce même qu'elle va se marier avec. J'ai trouvé ça bizarre que ce soit si vite. Enfin, elle était toute transformée, c'était plus la femme qu'on avait connue. Moi, je lui ai dit, écoute, tu as été joliment vite parce qu'il n'est pas mort de 15 jours. Et sa place est encore chaude au lit que tu as déjà remis quelqu'un dedans. Tout le monde va être étonné en se disant mais comment est-ce possible? Il est à peine mort, elle est déjà avec un autre, elle va se remarier, elle liquide ses affaires et manifestement on ne peut pas dire qu'elle soit perclue de chagrin. Et donc ça inquiète énormément de monde et surtout les proches qui ne comprennent pas et qui vont de plus en plus avoir des doutes sur les circonstances du décès. Quelques semaines plus tard, cette nouvelle idylle prend fin. Mais pour tous ses proches, le doute subsiste. Nancy Krings se serait-elle débarrassée de son mari? Pour Anne-Marie Lieber, c'en est trop. Si la police locale ne veut pas la croire, elle va frapper plus haut. Elle contacte Luc Davin, un commissaire de la police judiciaire fédérale. C'est l'une de ses connaissances. Qu'est-ce qu'elle dit en gros? Mon frère est décédé, l'attitude de Nancy Krings me paraît un peu suspecte, elle se comporte plutôt comme une veuve joyeuse, elle a vendu les effets de mon frère, elle a rencontré quelqu'un assez rapidement, donc tout ça me pose question. Il sait que Madame Lieber n'est pas du genre à raconter n'importe quoi et n'est pas du genre à inventer des élucubrations. Et donc il va la prendre au sérieux tout en lui disant mais le problème c'est que je ne peux évidemment pas aller plus avant puisque je n'ai pas d'éléments de preuve. Là dans ce dossier il n'y a pas l'ombre d'une preuve. En l'état il ne peut rien faire. Je lui conseille de prendre un maximum de renseignements auprès de ses amis, donc d'avoir les oreilles qui s'ouvrent au maximum. Anne-Marie prend les conseils du commissaire au pied de la lettre et elle se lance dans une véritable quête de la vérité. Elle contacte tous ceux qui connaissaient son frère. Madame Lieber, elle va d'abord essayer de retracer le fil de l'histoire. Et donc, elle va téléphoner aux voisins, aux amis. Et j'ai commencé à gratter à gauche et à droite, voilà, pour essayer de récolter des éléments, avoir d'autres avis aussi. Les recherches d'Anne-Marie ne vont pas tarder à porter leurs fruits. Et elle va récolter des informations à peine croyables. Rosita, la femme de Grégory, le meilleur ami de Bruno, va lui confier ses doutes. Elle me demande à moi comme ça si je trouve quelque chose de suspect. Et j'ai répondu oui. Oui. Rosita raconte que Nancy les a appelés dans la nuit du 11 au 12 mars 2015 pour leur annoncer que Bruno était mort. Et lorsque le couple arrive sur place, ils ne vont pas en croire leurs yeux. Lorsqu'ils arrivent, ils s'attendent à trouver une ambulance, une voiture de police devant la maison. Il n'y a rien. Puis elle vient à la porte et elle pleure pas et elle fume sa cigarette, elle a sa tasse en main. Et je dis où est le docteur, où est l'ambulance, enfin... Elle n'a pas appelé les secours. Elle constate que son mari est mort. Elle appelle ses proches, mais elle n'appelle pas les secours. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'ils découvrent le corps de Bruno Lieber, ses amis sont choqués par l'aspect du cadavre. Quand j'ai vu Bruno comme il était, j'ai dit il n'est pas mort normal. Il a souffert. Il était tout crispé, une mâchoire toute ouverte, les bras comme ça de chaque côté, qu'ils ont dû casser d'ailleurs pour mettre dans le cercueil. On ne savait pas en fait ce que c'était. J'ai trouvé ça laid. Immédiatement, les proches appellent le médecin de famille. Et lui aussi est intrigué par la position crispée du corps de Bruno. Pour lui, la mort est suspecte. Il refuse de signer l'autorisation de levée du corps. Et ce refus va provoquer chez Nancy Krings une colère noire. Elle a commencé à se fâcher,
à se fâcher en disant « Vous ne comprenez pas, j'ai 3 enfants, ils vont se lever, il va être là. » Et le monsieur ne voulait toujours pas signer. Il disait « Non, 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 je ne signerai pas, non, non, non. » Et elle insistait, elle insistait. C'est à ce moment-là qu'un deuxième médecin arrive. Un médecin légiste accompagné de la police. Et Nancy va alors tout faire pour les convaincre que son mari est bien mort d'une crise cardiaque. Pour cela, elle sait se montrer convaincante. Nancy Krings va montrer à ce médecin légiste tous les médicaments que son mari prenait. Elle va insister longuement sur les différents malaises cardiaques qu'il avait fait dans le passé. Elle évoque le cancer dont il était atteint. Elle fait un portrait médical de son mari qui est apocalyptique. Et l'autorisation a été signée. Grâce à la détermination de Nancy, le médecin signe en effet l'autorisation d'inhumer. La mort est classée comme naturelle. À ce moment-là, Rosita va faire une incroyable révélation à la sœur du défunt. Elle raconte à Anne-Marie une discussion qu'elle a eue avec Nancy Krings quelques semaines plus tôt. Bruno et Greg avaient été cassés du bois. Et là, elle me dit, je vais lui donner l'amour au rail, il m'emmerde. Je l'ai regardé, j'avais une tasse de café, je ne l'ai pas bu. J'ai dit, tu rigoles. Je dis, on ne parle pas comme ça. Et elle m'a dit, non, non, je ris. Donc moi, j'ai pris ça à la rigolade la première fois. Après, plus. Hein. Était-ce une blague de mauvais goût ou la vérité? Difficile de le savoir. Toujours est-il que depuis l'enterrement, la veuve se met à raconter à qui veut l'entendre qu'elle a empoisonné son mari. Oui, qu'elle disait, c'est moi qui l'ai tué, je l'ai empoisonné. Dans le village, Madame Krings, effectivement, se vante, clairement, elle se vante de s'être débarrassée de son mari. Et très curieusement, personne ne la croit parce que Nancy a quand même la réputation d'être un peu mythomane, d'être un peu bizarre, un peu barrée, comme on dit. Elle jouait avec ça, mais en rigolant. Donc, elle prenait ça à la légère. Elle essayait de faire tourner ça à la blague, quoi. Cynisme, impertinence, provocation. Pour l'heure, aucune preuve ne vient étayer la thèse d'une culpabilité potentielle de l'épouse de Bruno Lieber. Pour accuser Nancy, Anne-Marie et les proches de la victime le savent, il faut des preuves. Et ironie du sort, c'est l'une des amies de Nancy qui va les apporter sur un plateau. Nancy, je l'aimais beaucoup, je l'aimais vraiment bien. On était fort proches, on se racontait beaucoup de choses. Nancy m'a dit, je vais t'expliquer un truc pour te montrer qu'on se fait confiance, je vais t'avouer un truc. Et là, elle m'a dit, j'ai assassiné mon mari. Christelle est sous le choc. Celle qu'elle pensait être son amie est en réalité une meurtrière. Totalement bouleversée, Christelle ne va pas garder pour elle ce secret, beaucoup trop lourd à porter. Je n'aurais pas su vivre avec une information comme ça. Christelle va donc mettre au point un plan destiné à piéger Nancy. L'idée est toute simple, retourner voir la veuve, la faire parler et enregistrer ce qu'elle dit. Christelle va se rendre à plusieurs reprises au domicile de Nancy, sous prétexte de prendre un café, de discuter, de choses et d'autres. Et elle a toujours son petit téléphone sur elle, prêt à enclencher l'enregistrement. J'ai toujours peur qu'elle voie le téléphone, qu'elle se doute de quelque chose. Est-ce que Nancy se méfie? Est-ce qu'elle a plus envie d'en parler? Toujours est-il qu'il y a plusieurs tentatives infructueuses. Et puis un jour, ça fonctionne. Christelle sait que Nancy Krings consulte régulièrement une voyante. Elle va donc saisir ce prétexte pour la faire parler. J'ai demandé à Nancy si sa voyante n'avait pas vu dans les cartes l'assassinat et elle m'a dit que si. Cet enregistrement, nous avons pu le récupérer et voici ce que Nancy a avoué à Christelle. Je vais te poser une question, mais t'es pas obligé de me répondre. Mais Sylvana, tu vois dans ces cartes, t'as pas eu peur qu'elle le voie?
Je n'ai rien à vous reprocher. Elle a dit quoi? Enfin, tu vois, elle qui est si... On m'a dit que j'avais bien fait. Tu as fait ce que tu devais faire. Je rigole, mais c'est nerveux. Elle t'a dit ça comme ça, tout naturellement. Elle. On me dit, tu ne dois pas t'en vouloir et de toute façon, tu n'as fait jamais qu'abréger quelque chose qui allait arriver. Alors, tu as abrégé des souffrances, c'est tout. Sans le savoir, Nancy vient de tomber dans le piège tendu par son amie. Ses aveux sont enregistrés. Je suis très en colère contre elle. Je suis triste en même temps, mais je suis obligé de sourire et de faire bonne figure. Le soir même, Christelle va confier l'enregistrement à Anne-Marie, la sœur du défunt. Quand j'ai donné l'enregistrement à Anne-Marie, je l'ai sentie soulagée. Moi, j'avais ce qu'il me fallait. J'avais la preuve que mon frère était mort, assassiné, tout compte fait, qu'on l'avait tué. Forte de cette preuve inespérée, Anne-Marie retourne voir le commissaire Davin. Et cette fois, ses efforts vont être récompensés. Car une enquête est ouverte, même si cet enregistrement n'a aucune valeur devant une cour de justice. On entend à un moment donné qu'elle dit qu'elle a abrégé les souffrances. C'est quelque chose qui va nous aider à avancer dans l'enquête, mais ce n'est pas suffisant. Mais les doutes sont quand même importants. Et là, à partir de cet instant, vraiment, l'enquête débute réellement en réalité. Cette affaire prend un virage à 180 degrés. Il faut les vérifier, il faut aller plus loin. Les policiers découvrent que le médecin légiste qui a signé le certificat d'inhumation de Bruno avait par précaution fait des prélèvements sanguins. Une chance inouïe pour les enquêteurs du commissaire Davin, car la prudence du légiste va leur donner enfin la preuve scientifique que Bruno Libert a été assassiné. C'est à ce moment-là, évidemment, que tout commence. On va enfin décider de faire procéder aux analyses des fameux prélèvements faits par le médecin légiste à titre conservatoire. Et là, nous allons retrouver de la strychnine dans les prélèvements analysés. La strychnine, c'est un poison extrêmement violent qui provoque une mort très douloureuse. La personne va éventuellement convulser, va avoir des crampes musculaires extrêmement importantes, des douleurs abdominales. C'est quelque chose qui est violent et qui est douloureux. La dose de strychnine retrouvée dans le sang de Bruno Libert est particulièrement élevée. On se retrouve avec un taux de strychnine qui dépasse largement le taux létal. Il a ingéré une quantité incroyable de strychnine quelques minutes avant de mourir. Bruno Libert n'est donc pas mort d'une crise cardiaque comme le prétend sa femme, mais il a été assassiné. Il devient urgent de demander à Nancy Krings de s'expliquer sur les circonstances de la mort de son mari. Le 12 août 2015 à 8h du matin, 5 mois jour pour jour après la mort de Bruno Libert, la police judiciaire de Liège vient chercher Nancy Krings à son domicile. Madame Krings est très surprise. Elle ne nous attendait pas, elle n'attendait pas la police, elle n'a rien à se reprocher. Elle ne sait pas pourquoi elle va nous accompagner, mais elle veut bien nous suivre ici à Liège pour être entendue. Elle veut bien donner des précisions. Assistée de son avocat, Nancy Krings garde son calme et s'en tient à sa première version. Bruno est mort des suites d'une crise cardiaque. On lui demande si elle a empoisonné son mari. Elle dit non, pas du tout, je n'ai pas empoisonné mon mari. D'ailleurs, dira-t-elle, il est mort dans mes bras. Elle réfute totalement les accusations qui sont portées contre elle. Évidemment, comme nous avons d'autres éléments, pour nous, Nancy Krings ment. Pour la faire vaciller, le commissaire Davin lui montre des preuves accablantes. L'enregistrement que Christelle a réalisé à son insu et les résultats des analyses de sang de son mari. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nancy Krings vacille. Madame Krings est tracassée, elle n'est pas bien, elle montre des signes un peu de faiblesse. Et à un moment donné, elle s'effondre en larmes, elle craque. Cette première audition se passe difficilement puisque les enquêteurs ont déjà pas mal d'indices. Je lui avais d'ailleurs conseillé
de mettre un terme à cet entretien. Et l'avocat demande à ce que l'audition soit renvoyée à une date ultérieure. Et on va en rester là pour la première audition parce que Mme Krings semble fatiguée et elle a envie d'en rester là. L'entretien s'arrête net. Mais au vu des charges qui pèsent contre elle, Nancy Krings est déférée à la prison pour femmes de Lantin, où elle passe sa première nuit en détention. Deux jours plus tard, une perquisition a lieu au domicile de Bruno et Nancy à la recherche de preuves. Et ce que vont découvrir les policiers dépasse l'entendement. Lorsqu'ils arrivent sur place, c'est une voisine qui leur ouvre la porte. Elle s'appelle Fabienne Wegmans et elle semble très bien connaître la maison. C'est une voisine qui aide. Elle fait un peu tout, elle fait la lessive, elle aide les enfants, elle va conduire les enfants à l'école. C'est devenu en fait une amie de Mme Krings. Les policiers entament alors la fouille de la maison. En fait, on y va avec nos collègues du laboratoire de police scientifique qui vont prendre des photos et qui cherchent tout élément de preuve. Les enquêteurs fouillent la cuisine à la recherche de strychnine. Lorsqu'elle entend leur conversation, Fabienne Wegmans, la voisine, change brutalement d'attitude. Madame Wegmans change de couleur. On sent qu'elle se décompose, qu'elle se liquéfie sur sa chaise. Évidemment, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit que Mme Wegmans n'est pas bien, qu'elle n'est pas dans son assiette. On va lui demander, Mme Wegmans, si vous savez des choses, je vous en prie, dites-les-nous. C'est le moment. Et chose inimaginable, la gentille voisine va faire une révélation ahurissante. Donc elle va nous dire, à notre grand étonnement, qu'effectivement elle sait que la strychnine a été utilisée et elle va nous dire qu'elle est allée chercher cette strychnine chez un brocanteur et qu'elle est capable, qu'elle veut bien nous désigner l'endroit de résidence de ce brocanteur. Fabienne Wegmans se confesse sans trop de difficultés et explique qu'elle savait pour le poison. Pire, elle s'est même peut-être rendue complice du meurtre. Interrogé, le brocanteur confirme les dires de la voisine. Mais l'homme le jure, il pensait que la strychnine était destinée aux chiens de la famille. C'est son ami Bruno Lieber lui-même qui lui avait demandé de l'aide pour tuer son chien, devenu agressif. La fille des époux Krings et Lieber avait été mordue par un chien, et alors M. Lieber avait envisagé d'euthanasier le chien qui avait mordu sa fille. Et le brocanteur de poursuivre qu'il avait alors proposé à son ami Bruno de lui donner de la strychnine qu'il avait justement en stock. Seulement, il n'est jamais venu la chercher. 3 ans plus tard, le brocanteur reçoit un nouvel appel des Lieber, mais cette fois c'est Nancy Krings qui lui parle. Elle va l'appeler en disant « Voilà, je suis la femme de Bruno, ma fille a encore été mordue par le chien. Là, cette fois-ci, il faut régler le problème. Est-ce qu'il te reste le fameux produit, la strychnine ?» Ce brocanteur n'y verra absolument pas malice. Ils en avaient déjà discuté. Il sait qu'il y a déjà eu un problème avec le chien et donc il va fournir cette strychnine. Sans se douter de rien, le brocanteur prépare lui-même la dose de poison qui va servir à assassiner son ami Bruno. Le lendemain, c'est Fabienne, la voisine, qui se présente à la boutique. Fabienne Wegmans, qui est donc envoyée par Mme Krings, rentre, ne dit pas grand-chose, dit simplement « Je viens de la part de Nancy ». Le brocanteur sait de quoi il s'agit et il remet la boîte qui va devenir fatale à Mme Wegmans. Elle ne pose aucune question, le brocanteur n'en pose pas non plus, puisque lui, il a une explication qui lui a été donnée, qui lui paraît plausible. Il a un arrangement avec Nancy Krings au niveau financier, il ne se préoccupe pas de savoir qui, pourquoi. Il donne et l'affaire est réglée en quelques secondes. Quelques heures plus tard, Fabienne Wegmans remet comme convenu le poison à Nancy Krings. Mais devant les gendarmes, la voisine jure qu'elle ignore alors tout du funeste projet de son ami. Elle ne sait pas que Mme Krings va utiliser le poison ce jour-là.
Il faut aussi dire que Mme Wagmans, au niveau intellectuel, je ne dirais pas qu'il y a un retard mental léger, mais c'est un peu limite. Il s'agit d'une personne qui a véritablement un caractère faible, un caractère fragile. Quelque part, elle est soumise. Je pense qu'elle est vraiment soumise et sous l'influence de Nancy Krings. Elle en est dépendante. Je pense que Fabienne Wagmans, par rapport à nous, par rapport à d'autres personnes, ne perçoit pas ce qu'on lui dit et ne comprend pas ce qu'on lui dit de la même manière que tout un chacun. Influençable, soumise et fragile, Fabienne n'en est pas moins complice aux yeux de la justice. Elle est à son tour déférée à la prison de Lantin. Le 18 août 2015, le commissaire Davin a réuni assez de preuves contre la veuve. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un assassinat commis de sang-froid. Mais le policier veut des aveux. Il réentend alors Nancy Krings. Et la veuve va enfin parler. Seulement, c'est une toute autre histoire qu'elle va révéler. Et assez rapidement, elle déclare qu'elle veut passer aux aveux et qu'elle veut dire la vérité. Elle a compris que les policiers avaient des éléments contre elle. Et donc il faut qu'elle commence à arrondir le virage, si je puis dire. Elle va dire, effectivement, j'ai administré la strychnine, mais tout de suite, elle va retomber quelque part sur ses pattes. Et l'explication qui va lui venir assez rapidement, c'est que finalement, Monsieur Libert, il l'avait quand même un peu cherché. En fait, Nancy Krings raconte que son histoire avec Bruno n'avait rien d'idyllique. Bien au contraire. Elle n'avait plus le choix, il fallait qu'il disparaisse. C'était même devenu une question de survie. Et ces raisons, quelles sont-elles? Les sévices domestiques, la violence, la brutalité, les coups qu'il portait, non seulement sur sa personne, celle de Mme Krings, sur les enfants. Battus, harcelés psychologiquement. Les enfants eux-mêmes étaient frappés, mais elle dépeint un monstre absolu. Alors elle va dire que chaque fois qu'elle partait, Bruno venait la chercher, qu'elle avait peur de lui et qu'elle est revenue sous la contrainte, à la limite sous la menace. Je ne voyais pas comment m'en sortir. Je ne voyais pas d'autre issue à cette vie monstrueuse. En gros, elle explique qu'elle était presque en légitime défense. Que si elle n'avait pas tué son mari, c'est elle sans doute qui serait morte sous les coups de celui-ci. Visiblement, la vie avec Bruno Lieber était devenue un cauchemar. Et selon Nancy, voici comment le soir du 11 mars 2015, les choses se seraient déroulées. C'est dans la cuisine qu'une dispute a d'abord éclaté. La dispute de trop. Il y a encore des remarques qui fusent. Mme Krings apparemment n'aurait pas fait le ménage suffisamment au goût de M. Libert. Mme Krings explique dans ses aveux qu'elle est une nouvelle fois battue ce soir-là. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de passer à l'acte. Elle dit que c'est ce qui la décide parce qu'elle n'en peut plus. Nancy raconte alors le scénario macabre de cette soirée. Elle verse discrètement de la strychnine dans le verre de son mari et elle y ajoute une dose de mort en rat. Elle a pris soin de diluer le poison dans un soda à base de café. Ensuite, elle apporte la boisson à Bruno, comme si de rien n'était. L'homme avale quelques gorgées et signe ainsi son arrêt de mort. Le plus impressionnant, c'est qu'elle n'a aucun remords par rapport à ce qui a été fait. Nancy Krings va dire « je revendique mon geste » parce que, contrairement à ce que tout le monde peut dire, ou des gens disent, Bruno Libert, c'était un sale type. Je n'ai pas de regret par rapport à mon geste. Si ce n'était pas lui, c'est moi qui y serais passé. Si je n'avais pas mis fin à ses jours, il aurait fini par me tuer. Alors, Bruno Lieber était-il un mari violent comme le prétend sa femme? Peut-être bien. C'est quelqu'un qui, il faut savoir aussi le dire, parce qu'il ne faut pas édulcorer une situation, est un peu irascible. Il ne doit pas être très facile à vivre. C'est quelqu'un qui est fort réactif, qui est fort un peu caractériel, qui se dispute facilement avec les gens, qui crie facilement. Mais le caractère colérique du mari ne prouve pas pour autant qu'il battait son épouse. Alors les policiers vont enquêter sur ce point pour tenter de corroborer les dires de Nancy. Et ils vont découvrir que là encore elle a menti.
Effectivement, elle parle de beaucoup de violence, elle parle de beaucoup de coups. Elle déclare qu'elle a été vue par pas mal de médecins. Donc on va faire toute une série de recherches pour essayer de retrouver des traces de radiographie, des traces de rencontres avec des médecins. Nancy racontait qu'elle était battue, mais je ne voyais jamais de bleu. Où les enfants étaient battus, et les enfants, quand Bruno rentrait, ils étaient tout le temps près de leur papa. L'ensemble des dossiers a été recherché sans qu'on puisse véritablement démontrer qu'elle était effectivement la victime de violences conjugales. Les enquêteurs découvrent que la veuve est une manipulatrice hors pair. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. En 2012, ce couple se sépare. Elle s'en va, elle quitte cet homme. Alors qu'elle prétend qu'elle était battue et qu'elle ne pouvait pas le quitter, là, elle le quitte et ça se passe très bien. Vous avez ici la démonstration que Mme Krings peut quitter Bruno Libert, peut mettre fin au soi-disant enfer qu'elle vit, sans le moindre problème. C'est vrai que cette fois-là, elle aurait très bien pu faire sa vie aussi de son côté et ne pas se remettre en couple avec lui. Bruno Lieber va très bien s'accommoder du départ de son épouse, à tel point qu'il commence même à refaire sa vie. Et cela, Nancy va se garder de le dire à la police. Bruno Libert rencontre une jeune femme et manifestement tout se passe bien. C'est le début d'un nouveau couple, le début d'une nouvelle relation. Et ils sont sortis aussi presque un bon mois et demi ensemble. Ça marchait très très bien. Et seulement quand Nancy s'est rendu compte que quelqu'un prenait la place, elle est revenue. Ivre de jalousie, Nancy a tout fait pour convaincre son mari de reprendre une vie commune, quitte à inventer un énorme mensonge, un mensonge imparable. Et elle a dit qu'elle était enceinte, en fait. Mais ça, c'était pas vrai. Elle lui a fait croire qu'elle était enceinte pour le récupérer et elle est tombée enceinte après. C'était une manœuvre stratégique de la part de Mme Krings qui, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. On se rend compte que c'est une mythomane, manipulatrice, qui est prête à tout pour obtenir ce qu'elle souhaite. Dès lors, les hommes du commissaire Davin sont convaincus. Nancy Krings n'est pas la victime qu'elle prétend être, mais ils sont loin d'imaginer le véritable scénario du crime, un crime abominable. Car Bruno Lieber a en réalité été empoisonné à petit feu. Le 12 août 2015, le parquet autorise l'exhumation du corps de Bruno. Et les résultats de l'analyse des échantillons prélevés font froid dans le dos. On va retrouver de la strychnine partout, dans les organes, dans le sang également, mais même dans les cheveux qui sont prélevés sur la victime. Cette découverte est capitale, car les cheveux permettent de dater le début de l'empoisonnement. On dit que les cheveux poussent à peu près d'1 centimètre par mois et qu'on peut donc dater la chronologie de l'intoxication. Et monsieur a des cheveux de 5-6 cm et on va retrouver de la strychnine dans les 5-6 cm de cheveux qu'on analyse. Incroyable. Contrairement à ce qu'elle prétendait jusque-là, tout laisse penser que Nancy Krings essayait de se débarrasser de son mari depuis déjà plusieurs mois. Mais comment s'y est-elle pris sans qu'il ne s'en rende compte ? Nancy Krings est de nouveau interrogée par les enquêteurs et face aux résultats des analyses, la veuve va faire une incroyable révélation. Elle reconnaît enfin avoir voulu se débarrasser de son mari à plusieurs reprises. Pendant de nombreux mois, elle va, avant de passer la strychnine, essayer la morora. Sans doute parce que c'est plus facile de s'en procurer. Elle donnait de la morora, c'est-à-dire que Nancy a dilué de la morora dans des bouteilles et elle lui en mettait dans tout. Elle en mettait aussi bien dans sa nourriture que dans ses yaourts et tout ce qui s'ensuit. L'un des composants essentiels de la morora est la strychnine. Cela explique donc bien pourquoi le poison se trouvait en si grande quantité dans le corps de Bruno Lieber. Et tous les témoins constatent que de jour en jour, son état de santé s'aggravait. Seulement l'empoisonnement à la morora n'a fait que dégrader l'état de santé du mari. Car c'est bien l'ingestion massive de strychnine pure qui l'a tué. Nancy Krings révèle aussi que le soir du crime,
ce n'est pas elle qui a donné la strychnine à son mari, mais sa voisine, Fabienne. Madame Krings va dire qu'en fait, elle s'est disputée avec Monsieur Libert. Il y a eu des bruits que Mme Wagmans a entendus et qu'elle est arrivée à la maison comme elle a l'habitude de le faire, même sans frapper à la porte. Et qu'à ce moment-là, Madame Krings avait préparé le mélange et que d'initiative, Mme Wagmans va prendre le mélange et va le porter à Monsieur Libert. Et elle décrit une Fabienne presque machiavélique qui l'a aidée dans toutes les phases de son projet criminel. Alors, qui a tué Bruno ? Fabienne Wegmans, la voisine, ou Nancy Krings, la veuve? Le commissaire Davin décide de confronter les deux femmes sur les lieux du crime. Le 7 mars 2016, une reconstitution a lieu. La presse a eu vent de l'événement et des caméras filment l'arrivée de la veuve. Lorsqu'elle passe devant sa maison, elle semble bouleversée. Voilà, est-ce que c'est un peu du cinéma? Est-ce que c'est un peu de la mise en scène? Il faut aussi dire que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de monde, il y a le juge d'instruction, il y a des collègues, il y a beaucoup de monde. Donc c'est peut-être un peu impressionnant et puis c'est s'alarmer malgré tout face à la réalité des faits. Fabienne Wegmans arrive à son tour. À l'intérieur de la maison, les enquêteurs lui demandent de refaire le geste fatidique qui a conduit Bruno à la mort. À ce moment-là, elle clame son innocence. Et au moment où on fait la reconstitution, je vois encore la scène, on est dans la cuisine. Fabienne Wagmans est en retrait puisqu'elle n'a pas participé. Et à un moment donné, la juge d'instruction l'appelle en disant voilà, Madame Wagmans, on en arrive au moment où, selon Nancy Krings, vous la rejoignez dans la cuisine, elle prépare le mélange, vous allez le donner. Et là, Fabienne Wagmans, c'est vraiment fâchée en disant mais jamais, non, je ne veux pas jouer ce rôle, je ne veux pas faire la reconstitution là-dessus parce que je ne l'ai pas fait. Les deux femmes seront tout de même renvoyées en prison en attendant leur procès. Dans la région, l'affaire fait les gros titres de la presse locale. Les proches du couple découvrent alors l'étendue de la manipulation. Pendant des mois, Bruno a en réalité été tenu à l'écart de ses amis et de sa famille. On constate que Nancy a tissé sa toile, elle a organisé son crime. Elle a commencé par isoler son mari, c'est-à-dire qu'elle l'a coupé des liens familiaux. Elle a fait en sorte que personne ne puisse le voir, moi y compris. On n'a jamais vu de famille à eux, ni de Bruno, ni de Nancy. Donc il n'y avait pratiquement plus personne qui avait des contacts et qui pouvait finalement se rendre compte que quelque chose clochait dans l'histoire. Une machination qui a permis à Nancy d'empoisonner en toute tranquillité son mari, à petite dose, au nez et à la barbe de sa famille. Et au fur et à mesure, on a vu l'état de Bruno se dégrader. Mais nous, on pensait que c'était sa maladie. Ça faisait des semaines, voire des mois, qu'elle disait à tout le monde qu'il était malade et qu'il était atteint d'un cancer. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'il n'a jamais eu de cancer. C'est elle qui a construit, installé, proclamé ce cancer. Et là, vous avez affaire à un cynisme absolu. Parce qu'elle a vécu avec un mort en sursis qu'elle tuait chaque jour un petit peu plus. Nancy avait même réussi à persuader son mari, Bruno Libert, qu'il avait bel et bien un cancer. Je me suis même demandé comment est-ce qu'on pouvait croire qu'on était malade. Et là, elle m'a expliqué qu'elle prenait tous les courriers, qu'elle répondait au téléphone au docteur. Elle a vraiment bien manigancé. Et c'était d'autant plus facile pour Nancy Krings que son mari détestait les médecins. Quand il nous racontait, moi, les médecins, les docteurs, c'est des charognards, de toute façon, ils veulent que des sous, ils ne savent pas soigner. Mais Bruno Libert résiste à l'ingestion de Morora. Alors Nancy décide d'accélérer les choses en utilisant de la strychnine pure, beaucoup plus violente et plus rapide. Et elle le sait, tout le monde pensera que Bruno est mort des suites de son cancer. Lorsque M. Libert décède, effectivement, personne n'est surpris. Tout le monde presque se dit, mais tant mieux qu'il soit décédé,
puisque ça met fin à ses souffrances. Donc le soir même, lorsque tout le monde s'en va, que ce soit la police, le médecin légiste ou les amis de la famille, je pense qu'elle a dû pousser un gros ouf de soulagement, comme on dit par chez nous. Mais il reste une question. Pourquoi tuer un homme quand elle pouvait tout simplement le quitter? C'est au tribunal que nous aurons la réponse. Le procès de Nancy Krings et Fabienne Wegmans s'ouvre le 2 février 2017 au palais de justice de Verviers, en Belgique. Madame Krings, c'est quelqu'un qui ne montre pas la moindre émotion durant le procès. Et lorsque le tribunal l'interroge, elle va avoir une parole qui va glacer d'effroi la salle entière. Elle va dire « j'ai voulu, je l'ai fait, je l'assume et à refaire, je le referai ». Ça m'a été choquant parce qu'elle a dit publiquement comme quoi elle n'avait aucun remords. Elle a passé 12 ans de sa vie avec cet homme, elle a eu 3 enfants avec lui et elle n'a aucun remords de l'avoir tué. Jusqu'au bout, celle que l'on surnomme l'empoisonneuse va invoquer la violence supposée de son mari pour justifier son crime. Mais pour la justice, ses motivations sont tout autres. Pour moi, le mobile est double. À la fois se débarrasser d'un mari qu'elle n'aimait plus et qu'elle trouvait gênant dans sa vie, et d'autre part, un mobile financier certainement. Lui mort, elle héritait évidemment des biens de ce dernier. Or, il avait quand même quelques biens présentant une certaine valeur. Après une journée de procès, Nancy Krings est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Bruno Lieber. Fabienne Wegmans s'écope, elle, de 6 ans pour complicité. Pour Anne-Marie Lieber, c'est la fin d'un combat juridique qui a permis de révéler l'odieuse vérité. Sa belle-sœur aurait pu quitter Bruno Lieber. Elle a préféré le supprimer comme on traite un nuisible, avec de la mort au rat.